C'est bon? Ok. Bonjour à tous pour cette avant-dernière session. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'évolution du PO, enfin ma vision de l'évolution du product owner. La conf, elle va se faire en deux phases. L'une, ça va te rappeler un peu ce que c'est un product owner, ou au moins ma vision de la chose. Les différentes phases qu'on peut acquérir, où on peut en être, etc. Et après, des points forts et points faibles. Je vais revenir plutôt sur le BABA de ce que devrait être un product owner. On a tous dans notre vie, travailler, avancer. On se met souvent des œillères sur le long terme et l'idée c'est un peu de redébunker de ça et de se redire est-ce qu'on fait bien les choses à l'heure actuelle ou non. Si vous êtes, on va dire, expert sur le chose et que ça vous plaît pas ou que vous ne trouvez pas dans la compte, n'hésitez pas à sortir, aller voir autre chose. Ça ne me dérangera pas et je peux le comprendre. On vit tous avec un certain degré d'expert, enfin d'expertise sur un sujet et on peut pas des fois choisir la bonne chose. Avant tout, comme toujours, je vais remercier les sponsors, donc sans quoi on pourrait pas faire cet événement-là. Vous aussi, par votre présence, de venir à ces conférences-là pour qu'on partage nos idées et qu'après, même après coup, on puisse repartager ensuite nos points de vue, nos visions sur différents éléments. Pour me présenter, parce que vous me connaissez pas, donc je suis Lilian Roche, donc du coup je suis product manager chez Decathlon. C'est une petite entreprise de sport. Quelques chiffres à ses côtés. Moi, je suis lillois, enfin, depuis 2 ans et demi. Je fais partie de Noragile, qui est un peu ici l'équivalent de Niort ici, où on fait l'agile tous les ans. On a 300 participants et je fais aussi très jeux de société. Et j'ai créé plusieurs serious games, mais j'ai co-créé un petit peu celui que fait ma compagne, donc qui est la pyramide de Tupac Scroll qu'elle présente aujourd'hui. Je débunk quelque chose tout de suite. Pour moi, ma vision pour un PO ou un PM, c'est là, on va parler product owner et PM. Pour moi, un product owner est un rôle dans Scrum, mais notre framework spécifique. Un PM est un métier et de ma vision, les deux sont similaires. C'est juste que on donne un nom différent pour essayer de transformer une organisation ou une entreprise assez valorante. Je vais faire un rapide tour de ça. Je vais pas vous donner un micro ou quoi que ce soit pour vous présenter. Je voudrais voir un petit peu quel type de personne j'ai, que ce soit, donc je vais vous demander de vous lever la main au moins pour adapter un peu mon discours. Qui est product owner, product manager, ou on veut dire dans le produit en lui-même. Ok. On va dire Scrum Master, coach agile. Partir sur développeur, du coup, testeur. Ok. À peu près toute la sphère, on va dire, de l'équipe produit. C'est quoi? Du coup, je vais reposer une autre question et vous avez le droit d'interagir. C'est pour vous, qu'est-ce qu'un product owner ou qu'est-ce qui doit être sachant ou responsable dans son périmètre? Vous avez le droit de lever la main et de dire les choses. Sinon, il vous passe. Et je vous donne la réponse. Ou je demande la vision de la chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer? Oui. Priorisation des besoins au regard de ses connaissances métiers. Ok. J'en ai listé que trois. Hein. Il y en a beaucoup plus, mais est-ce qu'il y a d'autres produits? Kodak. Ok. D'accord. Après, du coup, oui. S'assurer ce qui est fait répond aux besoins fonctionnels. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Connaître un peu ses clients quand même. Non. Ok. Ça peut être une vision. Très bien. Je l'accepte. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Oui. C'est un terme du sport par exemple, c'est un ambassadeur. Ok. D'accord. Alors, j'en discute après, mais c'était pas... C'est une bonne réponse aussi. C'est un rôle, d'accord. D'autres personnes? Alors, du coup, moi, j'ai noté, du coup, de garantir la vision du produit. Je vais pas dire. C'est vraiment la chose où, on a des fois des sphères au-dessus qui vont, avoir des stratégies, vous mettre une roadmap, vous dire, voilà, il nous faudrait telle chose, ou, etc. Et donc, c'est à vous aussi. On a une vision d'entreprise, mais aussi on a une vision produit. Donc, c'est aussi au PO de faire cette chose-là. Je l'ai pas, alors, maintenir le code, c'est par ici, je crois. Maintenir un produit backlog à jour,
avec des besoins qui répondent aux choses, etc. Et le dernier, vous n'avez pas entendu, je suis un peu déçu, du coup, c'est c'est du coup de maximiser la valeur produit, étant donné que faut faire la différence. Hein. Un PO doit savoir faire la différence entre une usine à feature, de produire pour produire, et de produire quelque chose qui répond à des besoins ou de façon qualitative à l'évolution qu'on veut de notre produit. Alors du coup, je vais parler un peu de maturité d'un product owner. On peut commencer à une certaine échelle en fonction de où on a commencé dans la vie active. Donc dans la maturité d'un product owner, souvent on le voit, on peut avoir tendance au début à être ce qu'on appelle un scribe, c'est-à-dire que on passe souvent, par exemple, on le voit souvent actuellement en France, de passer d'un chef de projet à d'un développeur à un product owner, et du coup, on a tendance à réécrire des specs, très non specs, pour répondre à ce sujet-là, et on fait partie, je vais vous montrer ce que je fais chez Decat, parce que je suis dans un environnement assez spécifique, donc des produits SaaS, et donc du coup, mon intégrateur veut des specs plus que des specs, c'est compliqué à faire changer, mais du coup, on peut avoir cette tendance-là de pouvoir écrire les choses. Après, du coup, je vais réexpliquer, je vais passer très vite là-dessus et donc descendre un petit peu. On est plutôt un proxy où on va avoir une certaine limitation dans notre product backlog où on aura toujours une entité au-dessus. Ouais. Le représentant business, vous m'aviez parlé, c'était de dire, là, on commence à avoir quelqu'un qui va pouvoir avoir un impact sur le métier des gens, qui pourra représenter, être la voix des utilisateurs. Le sponsor, qui est du coup là quelqu'un qui va avoir une vision et une pertinence au niveau de l'entreprise et d'un changement d'organisation. Et enfin, du coup, l'entrepreneur, c'est quelque chose qu'on verra très peu ou assez compliqué plutôt dans le monde de la startup, où là, le PO, l'efficacité et la rentabilité de son produit est intrinsèque par rapport ce que crée son produit. Si ça réussit, là, c'est bien pour lui. Il va gagner, il va être reconnu, etc. Et s'il perd, il va pas perdre que son intégrité, il va aussi. Yes. Du coup, je reviens vite fait sur du coup les choses que je vous disais. Donc, le scribe, on arrive souvent sur quelque chose qui est lié à une première expérience ou une évolution professionnelle. On a un bagage d'anciennes choses qu'on a du mal à séparer par question d'incertitude, de sécurité. On aime bien que les choses soient bien faites. Par exemple, un dev, on peut l'avoir, il a bien aimé avoir des choses qui sont cadrées, etc. Il retranscrit ça dans un backlog. Et du coup, bah, on amène à avoir cette problématique-là. L'un des gros problèmes et des biais, c'est que du coup, ce backlog-là, il est vu comme un recueil de choses à faire. On n'a pas de priorisation. On est plutôt à avoir des grandes choses à faire et on verra bien comment on les fait et pourquoi on les fait. Et la grosse problématique, c'est que du coup, on a très peu d'autorité sur le backlog. C'est souvent des gens au-dessus qui viennent nous dire quoi faire. Et du coup, bah, on retranscrit, on fait et on est ce que j'appelais tout à l'heure un peu de l'usine à feature. On va fonctionner. Le proxy PO, c'est un peu l'évolution de là-dessus, c'est que on peut être chapeauté par exemple sur du safe ou dans de choses. D'avoir quelqu'un qui nous dit toujours un petit peu ce qu'on doit faire, ou du moins on va attendre l'approbation d'un tiers. Mais par contre, on commence à avoir une certaine vision d'un backlog et avoir aussi une certaine autorité là-dessus. On peut essayer de travailler sur des choses qui vont amener le produit à évoluer dans le bon sens, de façon qualitative. Et par contre, c'est toujours ce que je disais, c'est que on est toujours chapeauté par quelqu'un, que ce soit au-dessus ou par quelqu'un du métier. Par exemple, on le voit souvent. On a un PO qui va avoir la vision globale du produit et on va avoir ce produit-là qui est coupé en plusieurs parties et du coup on va mettre pour chacune de ces parties-là, par exemple la gestion des stocks, ça va être un proxy PO. La gestion, par exemple, des commandes clients, ça va être un autre proxy PO, etc. On peut l'appeler aussi PO, hein, petit PO, et avoir peut-être un PM au-dessus. Souvent des fois ce que font les entreprises. Le représentant business, donc du coup, c'est quelqu'un qui peut être souvent issu du métier, ou souvent on a je le vois chez Decathlon, je l'ai vu chez ADO, où ça va être des gens qui sont en magasin, qui vont par exemple évoluer dans des rôles de que ils connaissent le métier et ils ont l'approbation de leur entreprise pour faire évoluer le produit pour répondre à un besoin métier. C'est des gens qui sont
responsable plutôt d'une partie du produit et d'un ensemble de processus. Et où là, étant donné leur expertise, ils vont pouvoir du coup répondre qualitativement à du coup toutes ces parties-là des X. Le sponsor, on arrive vraiment sur de la maturité, on va dire quelqu'un qui est autonome, mais tous autonomes dans le travail, mais où on a vraiment le projet de but en bout, que ce soit le budget, la roadmap et tout ce qui s'ensuit, la vision produit, la vision stratégique. On essaie de répondre à une vision stratégique d'entreprise par une vision produit. On a la confiance aussi de nos pairs, enfin de la hiérarchie ou de l'entreprise selon la taille de l'entreprise pour pouvoir être autonome et prendre ses propres décisions. On est tout seul dans ce bateau-là, à soi, mais on répond par exemple directement à des copies ou des commodes. Et par contre, ça arrive aussi que dans certaines entreprises, on travaille du coup à une certaine échelle, notamment en Safe ou à d'autres frameworks à l'échelle. Donc du coup, on est embarqué dans quelque chose qui peut être plus gros, avec du coup des notions d'interdépendance et tout ce qui s'affiche. Et enfin, l'entrepreneur, du coup, je disais, c'est plutôt quelque chose qui est lié à la startup où du coup, on a un produit où la personne est entièrement autonome sur le produit et par contre, elle y met aussi un investissement et c'est là où elle doit se rapprocher beaucoup plus de ses clients, de son produit. Elle doit avoir une vision marché. Là où je pense, alors je spécule peut-être, mais dans moi compris, on est souvent sur des produits qui sont dans notre entreprise sur le B2B plus que sur le B2C. Et où bah du coup le B2C amène cette chose-là de si je le prends, j'ai un impact global sur mon entreprise et sur le projet en lui-même. C'est-à-dire qu'un projet il peut s'arrêter du jour au lendemain parce qu'on n'a pas su capter l'entreprise, on shut down du Kubernetes et on part sur le marché du travail. On n'est pas encore là en France, mais ça peut arriver dans des pays assez facilement. Et du coup, la personne, par contre, elle touche à tout au niveau du produit, du budget, de la paire, du marketing, et elle arrive à vendre du coup un produit plus. Je l'ai expliqué au tout début. Donc là, on était parti sur le rôle en lui-même, le qu'est-ce qu'un PO, la maturité. Et là, ce que je voudrais vous faire amener, c'est des postures à éviter. Et aussi, du coup, après, à l'inverse, les postures à adopter ou qui seraient bien d'adopter pour être meilleur dans son rôle ou son métier. Pardon. La première chose, du coup, c'est donc les postures à éviter. Là, du coup, le preneur d'ordre, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quelqu'un, du coup, qui va prendre les choses de dessus. Les mecs, donc, toutes ces postures-là ont un impact direct sur votre lead time, votre cycle time, parce que du coup, on va avoir des problématiques qui vont ralentir les processus. Donc le preneur d'ordre, du coup, c'est quelqu'un qui va être très passif, qui va prendre du top-down, par exemple, conseiller dans ces organisations-là. Et des fois, on est obligé de le subir. C'est pas parce que on est la meilleure personne et que on est très bon dans notre travail, mais des fois, on a aussi des problèmes organisationnels qui font que on peut pas s'améliorer, que ce soit sur la maturité, sur les postures, ou quelle que soit la chose. Quand il y a quelqu'un, un chef qui nous dit, je veux ça pour demain, est-ce que je joue ma place et lui faire comprendre que j'ai pas envie? C'est toujours compliqué. Et donc, du coup, cette posture-là, si on la subit, on va avoir des backlogs qui vont se rallonger. On va plus pouvoir savoir comment prioriser les choses, même si on utilise des frameworks comme le RICE, le Moscow, etc. pour faire expliquer des choses. On va être bloqué et souvent, si on continue dans cette posture-là, on va faire office de passe-plat et donc, du coup, arriver sur la dérive du je crée une feature plus qu'une usine, que de la feature de qualité. Alors, je vais renommer donc l'écrivain. Ça fait un peu office, ça fait un peu Reddit sur ce que je disais précédemment sur le script. C'est quelqu'un qui va passer à faire des tickets. Enfin, on connaît tous les user stories, l'idée derrière, les 3C, etc., l'ivest sur les choses comme ça, mais on a encore beaucoup de PO qui font des backlogs à rallonge et notamment aussi des US à rallonge en expliquant tout et n'importe quoi. Tout ce qu'il faudrait faire, que ce soit l'US en eux-mêmes, les tests d'acceptance, les choses. Et du coup, on se retrouve avec une liste de courses interminable et quand un dev doit passer dessus, il n'y a pas de dev.
Et je l'ai vécu dans une ancienne, donc où j'étais leader sur un ancien projet et j'avais une PO qui était montée dev, c'est ça qu'il faisait au début. Souvent c'était partie-là où les specs étaient très longues, très importantes et du coup j'ai des devs qui sont venus voir en me disant c'est plus possible. Alors c'est bien, c'est ultra précis, mais on perd plus de temps à lire la spec et à faire les tests, etc. que à dev en fait. Et le gros problème, c'est que, un, ça fait de la vision court terme, et la deuxième, c'est que ça ruine l'innovation. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un ce qu'il doit faire, il va pas réfléchir à, on va dire, out of the box, de se dire, est-ce que on peut pas résoudre la problématique d'une façon différente qui serait plus intéressante. Et le problème aussi, alors tout le monde ne l'est pas, un PO, un PM n'est pas nécessairement technique. Et si on donnez une liste de courses à quelqu'un qui doit la faire, quid de la dette technique, vous allez peut-être la payer très cher et ça peut être du coup très impactant sur le long terme parce que le mot dette technique, il y a vraiment un mot important dedans, c'est pas technique, c'est ma dette. Et comme toute dette, faut la payer et plus elle se rallonge, plus vous allez payer à la fin. Le manager, du coup, on en a tous un, mais on peut aussi en avoir un en termes de posture. C'est quelqu'un qui va essayer de diriger son équipe, faire du commande, enfin, on les a tous, hein, de command control, des choses comme ça, et donc il va se concentrer plus sur l'équipe que sur la valeur produite, et il va aller chercher à gérer son équipe, à gérer les temps, par exemple, on le voit souvent sur les burn down ou les burn up, à se dire, bah, on a 70 de valeur, et bah, demain, on en veut 80. Qu'est-ce qu'on a dedans? C'est pas grave, mais par contre, je veux qu'à chaque sprint, ma valeur, elle augmente. Et du coup, il perd un temps fou à concentrer son énergie sur l'amélioration de l'équipe plus que sur l'amélioration de son prêt. Le chef de projet, on a tous un, j'en ai même un, moi, dans mon équipe, ce qui est problématique. Mais ça, c'est un autre débat. Où, du coup, sa valeur ou son utilité va essayer de tenir des délais plus qu'une valeur et où, on va faire l'accent sur les KPI, par exemple. Est-ce qu'on arrive à temps? Est-ce qu'on gère les délais? Il va regarder, bien sûr, si vous avez tout bien fait en 5 sprints, etc. Donc, si vous avez pas vos points, vos story points, faits, etc., ça peut être une problématique. Et où, du coup, la gestion de ressources, là aussi, passe en avant par rapport au produit et on ne réfléchit pas à l'aspect humain, mais plus à l'aspect de son produit et à peur, du coup, des échéances et de ce qu'il faudrait y avoir. Alors, vous l'entendez tout à l'heure, et c'est la partie expert métier. Alors, ça fait débat. Pour moi, c'est un PO. Il n'est pas obligé d'être expert métier. Je suis pas expert métier. Ça fait 6 mois que je suis sur un niveau poste sur la finance. J'ai jamais fait de finance. Je m'en sors très bien. Enfin, du moins, j'espère. Tout le monde, en tout cas, les gens sont contents de ce que je fais et ce que je produis. Mais ce qu'il faut faire, et c'est ce que je dis tout le temps dans les conférences ou dans les accompagnements que je fais, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert métier. Il y a des gens qui le sont très bien. C'est leur boulot. C'est des spécialistes sur le métier, sur la finance, par exemple, ou sur d'autres pans de périmètre. Mais il faut savoir comprendre le besoin et comprendre ce qu'on dit. Et c'est pareil pour la tech. Vous n'avez pas besoin d'être un théo technique, très mauvais lot, mais vous devez savoir parler avec eux. Vous devez savoir comprendre un peu les basiques de la programmation, ce qu'est un logigramme, de comprendre un peu leur univers avec Git, tout genre de choses, pour comprendre les problématiques qu'ils pourraient avoir. De savoir coder, à simple. Juste de comprendre pourquoi là il faudrait une boucle, pourquoi il faudrait ça, et de comprendre qu'il y a des limitations techniques sur ces choses qu'on veut faire, qu'on va stop. Et enfin, du coup, la dernière posture à éviter pour moi, celle du centralisateur, c'est que beaucoup de gens, par peur, principalement, enfin moins de celles que j'ai vues, ont peur que les gens discutent avec d'autres, et donc du coup, tout doit passer par eux. Je reprends l'exemple de ma chef de projet. Elle est pas du tout métier. Par contre, elle veut être dans tous les échanges avec le métier. Donc là, j'ai un rendez-vous avec un client pour en apprendre un peu plus sur son produit et comment interfacer avec le mien. Elle veut y être pendant 1 heure. Elle va rien faire. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est ce qui se passera la semaine prochaine. Mais par contre, il faut que tout passe par elle, tout soit validé par elle, et donc, il faut, au niveau d'un produit, bah, si on a son approbation pour faire quelque chose ou aller voir une tierce personne,
on perd un temps fou, parce que si elle n'est pas dispo, je peux pas faire les réunions. Si elle n'est pas dispo, bah, je peux pas avancer, et donc, du coup, on perd un manque de temps, et problématique aussi, au niveau de la communication, c'est que si tout doit passer par elle, elle est pas en congé, ou elle a pas envie de le faire, on a un manque de communication, on ne peut pas avancer, on est lié. Et l'autre problématique, c'est que du coup, si on parle juste d'un PO, là je parle de mon expérience pro, mais si on parle d'un PO qui fait cette posture-là, tout doit passer par lui, et du coup, s'il n'est pas là, on laisse. Et bien du coup, on vient dépendre. Mais on a aussi des postures qui sont bien adaptées. Qui n'est pas noir, qui n'est pas blanc. On essaye quand même d'avancer. La posture du décideur, c'est une posture qui est assez intéressante et on voit assez rapidement dans les gens qui font du projet, du produit. C'est le fait d'avoir l'audace quand les choses s'éternisent de dire on va sur telle ou telle solution. C'est-à-dire je prends le risque, calculé ou non, de dire on a deux solutions, on va sur celle-là, tant pis, on verra plus tard. Mais le fait de pouvoir décider d'avoir cette posture-là, d'avoir le cran de le faire, ça améliore drastiquement le temps du développement, enfin plutôt le lead time, parce que vous pouvez sortir en production. Et arrêter de perdre du temps dans des réunions interminables avec les gens pour essayer de trouver la meilleure solution. Des solutions, il y en a. Des fois, on prend les bonnes. Des fois, on prend les moins bonnes. Mais il faut en prendre une comme. Et l'avantage, c'est qu'à force, que vous décidez, etc., vous allez avoir de l'engagement. Alors, j'ai marqué les parties prenantes, mais ça peut être votre équipe de développement aussi. De leur dire, décide quelque chose, et que c'est pas un tiers qui va se dire, bah, attendez, un architecte qui est, par exemple, transverse à toutes les équipes en disant, oui, mais non, il faudrait qu'on fasse comme ça, et du coup, les devs disent, bah oui, c'est vrai, l'architecte a dit ça. Si vous prenez la décision, vous aurez l'engagement de vos développeurs. Et pour aller plus vite, si vous avez une équipe plus engagée, ça marche du tonnerre. L'expérimentation, alors, on en a entendu parler aujourd'hui. Alors, c'est super important. On le voit assez rarement dans les entreprises parce qu'on est souvent concentré dans notre roadmap, dans nos choses à faire au niveau des sprints. Avec d'autres, enfin, pas nécessairement le projet classique. Et l'idée, c'est plutôt d'essayer de créer quelque chose parfaitement, dans toute sa splendeur, du terminer, je vais un truc tout joli, c'est aussi d'expérimenter. Dans une de mes anciennes missions, on avait une problématique, on avait une application de gestion de stock. Alors, je spoil un peu, j'étais chez Leroy Merlin, sur Améo, qui est la branche IT pour Leroy Merlin, où on savait pas si on avait une utilité à faire la localisation de l'application. Plutôt que de s'emmerder, qui ne chance mauvais bien, à dire, on va lancer toutes les localisations, est-ce que ça a un intérêt, etc. On était poussé par notre hiérarchie à dire, il faut localiser des Italiens, ils en demandent, l'Espagne aussi, etc. Sans vraiment de métrique, sans vraiment de mails, de choses. On n'avait pas fait d'études, de formulaires, etc. On a fait le choix, dans l'application, de mettre un sélecteur de langue avec toutes les langues possibles qu'on avait dans l'autre produit, c'est-à-dire une vingtaine. Et ce sélecteur-là, quand on cliquait dessus, il arrivait sur une page Morse. La traduction arrivera sous peu, section. Développement, une journée avec la mise en prod, des tests, etc. Ce que ça nous a apporté, c'est que un mois après, on a pris les fréquentations sur la table de cette page-là, par pays, parce qu'on avait cette métrique-là. Et on s'est rendu compte que le pays qui en avait plus besoin, c'était pas ceux qu'on nous avait dit. Bien. Et quand on est arrivé avec ce pilotage de la data, on a dit, ben voilà, les Italiens, les Espagnols, ils s'en fichent. Et pourtant, on avait communiqué sur le fait, on avait menti un petit peu en disant, on a ajouté le sélecteur, donc les gens, ils le savaient. Et les Italiens, ils étaient loin, Et pourtant, c'était notre BU principal, c'est notre BU pilote sur cette application. Et donc, du coup, on a fait les développements pour faire la localisation. Et on a abordé les pays en 5 chemins de ce point-là. Ce qui nous a fait gagner un certain temps, plutôt que de tout faire, on a fait brique par brique, par rapport à l'engagement qu'avaient ces pays-là sur cette localisation-là. Et c'est du coup l'idée de l'expérimentation de dire, on ne fait pas une fonctionnalité à 100%, mais essayer de créer quelque chose, brique par brique, et du coup, l'expérimentation réduit l'incertitude, les gens sont contents, et de répondre comme ça à des besoins ciblés, vos utilisateurs seront plus engagés sur cette chose.
Je vais passer rapidement sur le visionnaire, parce que je pense que vous l'avez entendu assez sur la keynote, etc. Mais le PO doit avoir une vision de ce qu'il dit, de ce qu'il doit faire, de ce qu'il a envie par rapport à la stratégie d'entreprise, la stratégie du produit. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout, il doit la communiquer. Quelqu'un qui ne communique pas, un PO qui ne communique pas, va perdre ses équipes, l'engagement de leur équipe. Et on va revenir un peu sur ce biais-là de on fait des choses, mais on sait pas pourquoi on sait pas à quoi ça s'arrêter. On a souvent, par exemple, dans les Jira, moi je le fais aussi, c'est d'avoir une équipe qui va répondre à une vision et on va coller aux US, etc. sur cette partie-là. Et je l'ai entendu tout à l'heure, j'étais le représentant de l'utilisateur et j'en ai reparlé juste avant. La posture de représentant de l'utilisateur, elle est très importante et c'est peut-être l'une des plus importantes pour moi entre celle qu'on verra après pour le collaborateur. C'est qu'un représentant d'utilisateur, vous allez pouvoir prendre du feedback et c'est surtout que malheureusement, dans la majorité des jobs qu'on a, on est dans des bureaux, on travaille sur du produit, mais on n'utilise jamais un quotidien. Moi je vois, là je suis sur de la finance, c'est pour faire, je suis sur partie fournisseur de tout Decathlon. Ils peuvent passer des commandes, ils peuvent améliorer le process d'un fournisseur, d'onboarding, d'offboarding, etc. Mais moi, pour moi, c'est juste une donnée avec une adresse, un code bancaire, ce genre de choses. Et moi, comment ils l'utilisent, je ne sais pas. Je veux dire, moi, quand je fais mes tests, de non-régression, mes TNR, mes TU, enfin, avec toute la partie, on va dire, recette d'une LS, j'utilise parce que je l'ai créé, mais au quotidien, je sais pas comment, les frustrations qu'ils peuvent avoir. Et donc, du coup, d'avoir ce feedback-là, de répondre bien à ses besoins, un produit qui répond bien à un besoin, c'est des personnes qui vont être engagées. Là, je vois, je dois lancer une nouvelle feature dans 3 mois. Ah, appliqué. Et moi, j'ai commencé à pré-shot tout de suite, de dire, je fais une conférence sur la feature qu'on veut amener, parce qu'on a encore beaucoup d'incertitudes. Et je l'ai balancé à travers 300 personnes qui sont les key users sur cette fonctionnalité-là. C'est les acheteurs stratégiques de Decathlon. Et étant donné que je les ai engagés sur le passé sur beaucoup de choses, je les ai écoutés, j'ai fait des interviews avec eux, j'ai essayé de prendre des feedbacks, j'ai résolu des problèmes avec eux. Je le disais tout à l'heure, c'est de toutes ces parties-là d'avant. Et sur les gens qui sont venus à cette conférence-là, sur la présentation, j'en ai eu 250. En majorité, et on le voit par exemple quand on présente quelque chose, on est à peu près à 30% de rétention, entre 30 et 40% de rétention des lecteurs. Et moi, d'avoir ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués dans le projet et je vais pouvoir travailler avec eux sur le futur. Et donc, de pouvoir être la voix de vos utilisateurs, c'est l'un des trucs qui va être le plus gros levier que vous pouvez avoir sur votre coach. Alors, le collaborateur, ça va être un peu la même chose, mais du coup, plus sur une équipe. Vous devez essayer de comprendre aussi ce que je disais tout à l'heure, un dev, votre équipe de dev, elle va avoir des problématiques de temps, des problématiques fonctionnelles, mais c'est surtout un truc qui est très important, c'est la technique, ou la dette fonctionnelle aussi. C'est que essayez d'écouter vos devs pour répondre à des techniques, c'est quelque chose d'important que les PO ne peuvent pas comprendre, mais comprendre en surface, de se dire oui, ok, on a des techniques, on a fait ça a quelques impacts, etc. Mais en dev, ça peut être multiplié par 10 et ça peut freiner vos développements de façon, et donc du coup, d'écouter, de prendre du temps, d'aligner vos parties prenantes et vos choses en disant, le dev nous a montré qu'on a vraiment une problématique, on a ce partie de développement-là qui est vraiment très dur à maintenir, qu'on veut prendre du temps pour la réduire, pour aller plus vite pour la suite, et vous devez le faire remonter à vos équipes produits, à vos parties prenantes, à votre équipe produit, et c'est de prendre ce truc-là, le creuser, faire comprendre quoi est partie prenante, en disant, on va peut-être prendre plus de temps à délivrer des choses, mais par la suite, on veut faire ça pour par la suite aller plus vite. Je vous conseille une très bonne courbe de David Ezé qui est ralentir pour aller plus vite, il me semble, de mémoire comme ça, qui explique un peu ce phénomène-là que les backlogs rallongent, des choses comme ça rallonge le temps de développement et de prendre le temps de nettoyer un peu son produit, de nettoyer son backlog, sur le long terme, c'est bénéfique. Et le dernier point, du coup, ça va être la posture de l'influenceur, c'est que vous soyez dans un contexte B2B, B2C, vous devez d'essayer de vendre votre produit.
Moi, par exemple, je reprends mon exemple chez Decathlon, j'ai deux business units. L'industrie, qui est, je le fais très rapidement, mais qui est tout ce qui est euh, achat de composants, de chaussures, de tout ce qui est ce que vous trouvez dans les magasins Decathlon. Et le BU indirect qui va être tout ce qui est services généraux, prestations, énergie, aménagement des sites, gardiennage, etc. Et ces deux BU-là, elles ont des besoins qui sont complètement différents. Et là, moi, je travaille beaucoup avec l'industrie, sauf que bah, c'est le produit est pour les deux. Et plutôt que perdre du temps à essayer des fois de consolider les deux VU, ce qui est parfois impossible, et bah à l'inverse, c'est que je vais travailler avec une, je vais quand même aller voir si ce que je fais n'est pas déconnant pour l'autre ou vraiment ça va mettre des gros logos, etc. Et quand la chose elle est presque en prod, et bah je prends ma casquette, on va dire, de marketing, sales, et je vais essayer de vendre mon produit plutôt que d'essayer de co-construire avec tout le monde, ce qui est, bah, quand on a 50 parties prenantes, on n'avance pas, on a trop de sollicitations, trop de besoins d'échanges, etc. Et donc l'idée, c'est de prendre le lead, d'essayer de promouvoir le produit et pas juste de faire une newsletter tous les mois en disant, on a une nouvelle feature, voilà, vous pouvez vous occuper vraiment d'essayer de faire des présentations, essayer d'aller voir ces personnes-là pour leur dire, voilà, on va faire ça, donnez-nous vos feedback, est-ce que c'est quelque chose qui est vous, et vous aurez du coup un engagement. Et voilà, je crois que j'ai tiens. Pas si je suis en train de l'écran, parce que je suis allé assez loin. Si vous avez besoin d'échanger, je peux rester, je reste dispo, etc. J'ai mon identité ici, et j'ai le petit rôti pour les feedbacks, si vous leur donnez par l'application ou en direct, et je reste disponible si besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, suis-moi. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je sais pas si j'ai un micro, mais je ne crois pas. Le monsieur là-bas, il dit, On n'a pas de coup. il n'y a pas de micro, et bah, du coup, au fond. L'artiste est très intéressant. Vous avez une petite fois. Oui, tu peux. Tu as eu en fait les postures de ne pas avoir en termes de PO. Mais malheureusement, souvent, en fait, on voit les PO comme l'expert, les cyberspécialistes, nous, un chef de projet. Mais souvent, en fait, tu arrives à développer ce genre de mix envers les stakeholders et aussi les idées. Alors, j'ai jamais été, enfin, je comprends la question. C'est vrai que j'ai jamais été sollicité à me dire, je veux un expert métier. J'ai toujours su passer ça sur le fait d'essayer de comprendre et prendre du temps avec eux pour leur faire comprendre que j'ai pas besoin d'être expert, mais que j'essaye de comprendre ce qu'ils veulent et du coup de poser des questions pour essayer de jouer avec, non, on va dire de jouer avec eux, d'essayer de poser des questions pertinentes pour essayer de les faire réfléchir. Et à un moment donné, vous allez pas être un expert métier, vous allez monter en compétences naturellement. Donc c'est ça aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est vous n'avez pas besoin d'être un expert, vous devez juste comprendre les choses et essayer d'avoir un dialogue simple avec eux. Et moi je le repose encore, hein, ça fait 6 mois que je suis dans la finance et la finance, hein, il n'y allait pas. Hein. Je veux dire, les taxes, les TVA, les machins par pays, c'est une horreur. Mais moi, je veux dire, je travaille avec une centaine de pays. Enfin, ils ont chacun leur système bancaire ou genre de choses. Les IBAN, c'est pareil. Si je dois me taper toutes les règles métiers là-dessus, j'en ai jamais fini. Et donc, du coup, il faut savoir avoir quelqu'un avec vous pour avoir cette vision-là et trouver les bonnes personnes pour répondre aux questions de ces personnes-là. Vous êtes plutôt, on va dire, un capitaine plus que un matelot qui sait très bien faire les nœuds. Vous avez juste besoin de naviguer sur votre barque et de trouver la bonne personne pour répondre à ces besoins. J'espère que j'ai répondu à ta question. Question. Un peu dans le ça. Est-ce que du coup tu dirais plutôt que c'est des choses qu'il faut faire? Pas que le PO fait, qui ne sont pas experts, ou est-ce que c'est pas obligatoire, ou est-ce que c'est, si là c'est en plus? C'est un plus, mais alors, pour moi, si tu t'amuses pas à avoir l'intérêt de ton produit, tu vas pas t'engager toi-même dans le produit. Donc, c'est très bien si tu l'as. L'expert, en fait, le problème de l'expert métier, j'en ai pas parlé, j'ai oublié, c'est que si vous êtes expert métier,
vous allez arriver vraiment quelqu'un qui, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, qui sort d'un magasin, qui devient PO pour améliorer le produit qu'utilisent les magasins. C'est un exemple. Vous allez être braqué à vous dire, moi j'ai travaillé en magasin, alors du coup, je sais comment ça marche, alors du coup, il faut faire comme ça. Et du coup, l'innovation, zéro. Et donc du coup, dès lors que vous allez avoir cette notion de je suis expert, je sais comment ça marche, alors on fait comme ça, vous allez biaiser toute votre équipe, vous allez aller dans un sens, sans ouvrir différentes voies, soit avec vos utilisateurs, votre équipe de dev, et vous allez être braqué. Donc oui, c'est un plus, mais il faut savoir se limiter. Même si on est expert métier, de se limiter et d'aller chercher de l'information ailleurs que sa propre connaissance. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez le droit à gagner du temps, je crois. J'attends. Ouais, c'est idéal. Merci.